tiers livre Écran de nuit, semaine consacrée au uncreative writing de Kenneth Goldsmith, écriture non créative, dans le mot subjectif créatif, il y a ça sur toutes les vitrines de coiffeurs en France. Créa, apostrophe, ça peut pas marcher, on est bien d'accord. Et c'est venu un petit peu comme une blague avec David Desrimais, l'éditeur de cette maison, c'est-à-dire, finalement, de quoi parle Goldsmith, c'est comme inventorier ces œuvres qui se présentent comme écriture, mais non pas supposées. Le geste d'écrire tel que nous, traditionnellement, Blanchot, par exemple. Et à ce moment-là, ça comme une blague. On devrait l'appeler, le livre, l'écriture sans écriture. Ben voilà. Et on a ça au sérieux, mes copains. Maintenant, justement, j'assume. J'ai sorti 2 livres là, de l'étagère. Édouard Levé, Journal. On prend comme ça toutes les rubriques ordinaires d'un quotidien banal. Il y a international, société, faits divers, économie, sciences, technologie, annonces, météo, sport, culture, guide, télévision. Et puis, dans chaque chapitre, Levé installe des textes qui peuvent être très courts, comme ça, juste un paragraphe, juste quelquefois 10 lignes, quelquefois une petite page, quelquefois des séquences encore plus brèves, 3 lignes, 5 lignes, qui refabriquent un journal comme ça, imaginaire, mais qui nous font réfléchir. Vous savez, ça remonte à Edgar Poe, ça a été le premier comme ça à être à créer un scandale parce qu'il avait installé une fiction dans l'espace même de l'information et du magazine qu'il employait. Donc on est dans quelque chose de, évidemment, fondateur même, racine de la littérature. Hubert Lucot, qui est décédé l'an dernier, avait fait ça aussi, lui, grand mot d'ordre et petites phrases, avec, en utilisant comme ça ces choses qu'on ne peut pas mettre en cause parce que c'est le registre normal de la langue, comme ça, qui n'est pas la langue artistique. Goldsmith, je ne l'ai pas ici, il a fait un énorme livre qui fait 800 pages. Il raconte dans Uncreative Writing, l'écriture sans écriture, ce qui a été pour lui, par exemple, le défi, c'était simple. Je prends un numéro du New York Times, un numéro banal, ordinaire. Bien sûr, dans le monde, il y a toujours les catastrophes, il y a toujours les urgences, il y a toujours l'actualité, comme c'est qu'on met en avant. Il n'y a jamais d'ordinaire complet. Mais se dire, cette chose qui est faite pour passer, vous savez, c'est ce qu'avait fait aussi Marguerite Duras dans l'été 80, ces chroniques qui s'étaient publiées chaque samedi dans Libération. Faire un livre à partir de ce qui passe, ce qui n'est pas fait pour durer. Alors à ce moment-là, tout d'un coup, pour Goldsmith, c'est l'enfer. C'est-à-dire, je fabrique l'objet livre, l'enclosure, la linéarité, mais d'ailleurs, j'en ai même pas de journal chez moi. Je crois que j'ai dû acheter la dernière fois. Je suis abonné à la version numérique du Monde depuis les débuts. Ça doit faire, depuis 2008, ça fait au moins plus, ça fait plus de 10 ans. Dans quel ordre on lit le journal? Puis les gros titres et les petits titres. Comment on installe ça dans le linéaire? Et puis, quand il y a les programmes de télé ou les cours de la bourse, et puis dans 800 pages, tout d'un coup, il faut 70 pages pour recopier, et puis s'astreindre à les redactylographier, surtout pas scanner ou transcrire depuis la version numérique du journal, parce que en le retranscrivant, si je prends une colonne comme ça, et puis la colonne d'ensuite, où je descends jusqu'en bas, et puis s'il y a des débuts d'articles en une, et puis la suite à la page 15, etc., etc. Et tout d'un coup, le livre, est sous quel format? Est-ce que il ne faut pas qu'il soit trop grand, pas être confondu avec le journal? Quelle police j'utilise? Le New York Times, c'est une police qui s'appelle le Times, un roman, qui est devenu comme ça, histoire aussi de l'impression. Et donc tout d'un coup, l'enfer, c'est que le livre existe. Il s'appelle Day, jour, un jour, mais même pas, juste Day, voilà. Et il a été tiré à 1500 exemplaires, pas plus. Il fait 800 pages, il a été vendu $20. Goldsmith a juste retrouvé comme ça son équilibre financier, mais
ce qui est juste intéressant, c'est ça. C'est pas simplement de lire, qui pourrait lire comme ça 70 pages de cours de la bourse, aucun intérêt. Mais quel rapport entre la linéarité, l'objet, la pérennité, l'intensité qu'on met dans la lecture. Et Day devient une fabuleuse interrogation sur le statut du livre, dans sa fragilité, dans même l'écart, non pas le rejet, mais la façon dont la lecture s'éloigne comme ça de ces grands flux principaux de langage. Et puis, par exemple, quand il y a une image dans le journal, lui, il n'y a plus d'image dans le livre. Par contre, les mots qui figurent sur l'image ou les légendes sous les images, eux, figurent dans le livre. Donc tout d'un coup, toute cette réflexion-là sur le langage devient active. Mais la réflexion, elle est sur l'objet lui-même, elle est sur la lecture lui-même, et elle n'est plus dans le contenu de ce qui est rapporté. Là, on est dans l'atelier Goldsmith. Je vais prendre un autre exemple. Je crois qu'en France, on connaît beaucoup trop mal Gertrude Stein. On sait que Gertrude Stein, c'est une grande écrivain majeure du XXe siècle. On sait qu'elle est incontournable. Simplement, son livre essentiel, How to Write, Comment écrire, qui est un des plus grands classiques du contemporain américain, n'a jamais été traduit en France. Peut-être si, pas complètement, Olivier Cadiot, L'art poétique. C'est tout entier fait avec des exemples de grammaire. Avec ces phrases qui sont des exemples. Je pense que c'est le livre qui est le plus près du How to Write de Gertrude Stein. Mais on n'est pas dans une traduction. Et on est complètement dans du Cadiot. On n'est pas dans du plagiat ou tous ces mots que nous, on oublie aujourd'hui, parce que ça ne correspond pas à nos pratiques. C'est-à-dire à quel moment le travail de Cadiot, pour revenir sur le champ même, comme ça, de l'interrogation de Gertrude Stein sur syntaxe, sur grammaire, passe par la création personnelle. Et là, ces concepts de réappropriation, de retraversée, qui ne sont pas des choses d'héritage ou qui vont plus loin, là encore, on est dans le cœur du travail solide de Kenneth Goldsmith dans ce bouquin. C'est que ce qu'on connaît le mieux en France de Gertrude Stein, c'est Autobiographie d'Alice B. Toklas. Alice B. Toklas, qui était la compagne de Gertrude Stein. Donc Stein écrit l'autobiographie supposée de Toklas. Et donc, dans la vie de Toklas, elle occupe la première place. Mais ce n'est pas sa propre autobiographie. Et ce jeu-là, simplement, ce livre a été traduit dans les années 30. Stein vivait en France, elle avait des amis, une baronne, et puis un autre monsieur comme ça. Et elle était très très fière que ces deux personnes qu'elle appréciait énormément dans la vie sociale et civile qui était la sienne, aient fait cet effort de la traduire. Simplement, quand vous prenez une page de l'autobiographie de Alice B. Toklas en américain, et puis la traduction de 1934, ben, tout d'un coup, on découvre qu'on n'y connaît rien. Et il y a un autre livre comme ça, américain, The Americans, l'idée de Gertrude Stein. Je prends 3 personnes, je les décris. Ces 3 personnes connaissent au moins 3 personnes, je les décris. Et ainsi de suite. Je vais continuer. Je vais fabriquer un livre qui n'aura de limite que quand il aura décrit toute la population américaine. Donc là encore, livre impossible, livre condamné de suite à son inachèvement. En même temps, parce que ce livre n'a pas de frontières, parce qu'il est ouvert, parce qu'il est impossible, chaque fois que vous en lisez 10 lignes, vous êtes confronté. Cette idée comme ça de la non-limite, de la non-frontière, vient traverser la chose extrêmement concrète que vous êtes en train de lire. Et pareil, la langue de ce livre, Americans, complètement dingue. Goldsmith sur The Americans. Les racines de cette dichotomie du lire-non-lire existent déjà dans le monde imprimé. Il existe bien des livres qui défient le lecteur, moins par leur contenu que par leur portée. Essayez de lire linéairement.
The Making of Americans de Gertrude Stein. C'est comme essayer de lire le web linéairement. C'est certainement possible à petite dose, par plongées successives. Avec près d'1 millier de pages, son poids peut intimider. Mais la plus grande dissuasion à lire le livre, c'est sa prétention. Rien moins que l'histoire d'une famille qui devient l'histoire de tous ceux que connaît la famille pour devenir l'histoire de toutes sortes d'êtres humains et de tous les individus vivants. Là, c'est Gertrude Stein qui parle elle-même de son livre, qu'il affirme comme projet conceptuel, un magnifique engagement auquel il est bien difficile de satisfaire. Déjà essayé, déjà raté, peu importe, essayez encore, ratez mieux, dit Samuel Beckett. Un état d'esprit qui pourrait facilement s'appliquer à l'écriture sans écriture. The Making of Americans est un élément parmi une longue lignée de projets à portée impossible. Je saute un petit peu. The Making of Americans est un livre bien réel. Mais si nous ne le lisons pas, que sommes-nous donc supposés faire? Ne pas le lire du tout? Un extrait de The Making of Americans. Et il y a alors toujours combien de millions d'êtres qui sont des femmes, qui gardent en elles leur nature de servantes femmes. Et il y en a toujours parmi elles qui sont faites de combien de millions qui peuvent être un peu agressives, mais surtout effrayées selon la part de faiblesse en elles. Il y en a toujours parmi elles qui sont faites alors des millions d'elles qui ont préféré la timide soumission effrayée, même avec quelque part en elles quelque chose qui en elles résiste. Il y a toujours quelques-unes alors de ces combien de millions de celles-ci, de cette première catégorie des indépendantes, dépendantes, qui n'ont jamais eu à avoir cette agressivité en elles. Il y en a combien en elles, parmi les millions de cette première catégorie d'entre elles, qui ont très peu en elles de cette faiblesse effrayée. Il y en a parmi elles qui ont en elles une telle faiblesse qu'elle est soumission en elles, acceptée. Quelques-unes ont en elles cette belle et discrète et jeune innocence en elles. Il y a toutes sortes de proportions en elles, dans les tant de millions d'elles, de cette catégorie d'elles, dans toutes les façons de vivre, alors qui se pressent en elles. Et sur mon site, quand j'étais tombé sur ce passage, je crois que j'ai mis plus de 5 mois à faire ce boulot. Des fois, j'en pouvais plus. Je m'étais imaginé que le livre était de petite taille. Je savais qu'il était imprimé un petit peu serré, mais que ce que je n'avais pas prévu, c'est que pensez à un auteur. Par exemple, vous traduisez Lovecraft, vous pensez Lovecraft, vous écrivez en Lovecraft. Écrire en Kenneth Goldsmith, je suis arrivé assez facilement. J'ai l'impression que je pourrais, et j'espère même, traduire Wasting Time on the Internet ou Seven American Deaths. J'ai pas fini avec ce bonhomme, justement parce que c'est la pensée numérique et qu'il le fait depuis une autre histoire, un autre appui, depuis une question d'art conceptuel. Ce sera demain qu'on y viendra. Et la difficulté, à mesure que j'entrais là-dedans, c'est que suivre Goldsmith dans ses développements, j'étais dans ma langue, la langue qui vous savez, c'est cette espèce de mystère, de quelque chose qui se passe entre vous et celui que vous traduisez, et quelque chose parle qui vient de l'autre, mais c'est vous qui recevez, organisez, et ça prend place. Simplement, à chaque fois, j'avais tous ces auteurs que Goldsmith me faisait découvrir. Et puis, cela, à commencer par Gertrude Stein, il n'y avait pas de précédent dans la langue française. Et il fallait apprendre à parler. Il a fallu apprendre à parler 30 auteurs. Craig Dworkin, Christian Burke, Derek Beaulieu, Vanessa Place, Tony Hoagland, etc., etc. À chaque fois, une aventure esthétique, à chaque fois, une aventure formelle. Et c'est là, pour moi, où ce livre était, non pas un enfer à traduire, n'exagérons pas, mais à chaque fois, un travail où la tâche du traducteur, le mystère, c'est que c'est dans ces apprentissages de ce qui vous rapproche de la possibilité que l'autre parle. Et ça, pour chaque voix importée dans ce livre, chaque exemple, il fallait le réapprendre. Et pour ce tout petit passage, par exemple, de Gertrude Stein, ce qui a été formidable, c'est que c'est parti collectivement. J'avais mis l'original sur mon site, j'avais mis l'espèce de mot à mot que j'essayais d'élaborer à partir de ça. J'avais mis la traduction originale de la baronne Machin en 1930. Et puis, on a été 10-12 comme ça à contribuer, chacun proposant sa version. Et bon, sur mon site, j'ai laissé ces 10 ou 12 versions. Ça, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans quelque chose d'un imaginaire collectif. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il apporte
Goldsmith, depuis sa pratique en particulier de la poésie, poésie concrète, poésie sonore, poésie conceptuelle. Ce qu'il nous apporte, c'est l'idée suivante, que quand vous prenez une page de Gertrude Stein, toutes ces répétitions, là dans ce passage, millions et millions, millions d'êtres, ou ce elle, c'est par la disposition dans la page de ces récurrences, millions, millions d'êtres, en elle, qui, elle, en un million, elle. La page en tant que discours graphique, avec ses récurrences, avec ses dispositions, fabrique non pas le système d'énonciation, mais le système de lecture qui fait que votre imaginaire traverse la page dans sa dimension musicale, mais simplement par cette part plastique, typographique du livre comme surface, du livre presque image, pour aller vers cet imaginaire. Et puis là, tout d'un coup, dans ce tout petit pli, dépli, comme dirait Gilles Deleuze concernant Gertrude Stein, vous franchissez une autre dimension. À demain pour le 3.